Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, des sanctions progressives contre la junte guinéenne. Bilan de la réunion extraordinaire de la CEDEAO qui s'est tenue à New York ce jeudi soir. Comment réagit-on en Guinée? Nous irons sur place dans ce journal. Et au menu de cette réunion extraordinaire de la CEDEAO, il était aussi question d'une partie du dossier malien avec les 46 soldats ivoiriens toujours détenus par Bamako. Nous irons sur place en Côte d'Ivoire et nous parlerons de toutes ces questions avec Seydi Kaba, journaliste spécialiste du Sahel, avec nous. Et nous vous parlerons d'Aboubacar Soumaoro. C'est un ancien ramasseur de tomates dans le sud de l'Italie, devenu représentant syndical. Aujourd'hui, c'est italo-ivoirien et candidat de gauche et se présente comme le porte-parole des exclus dans un pays où l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Reportage à suivre. On ouvre ce journal par le bilan de la réunion extraordinaire de la CEDEAO qui s'est tenue à New York ce jeudi soir en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, et les dirigeants ouest-africains ont décidé d'imposer des sanctions progressives sur les individus et contre la junte guinéenne. Caroline Lambolé. C'est l'ultimatum prononcé vendredi par la CEDEAO. Les autorités guinéennes ont un mois pour revoir à la baisse la durée de leur transition jugée inacceptable. La CEDEAO a aussi détaillé le contenu des sanctions annoncées la veille. Certains membres de la junte seront interdits de voyage et leurs avoirs seront gelés. La CEDEAO suspendra toute assistance et transactions financières en faveur de la Guinée par ses institutions financières. Enfin, les États membres de la CEDEAO vont également rappeler leurs ambassadeurs accrédités en Guinée. Arrivée au pouvoir par la force en septembre 2021, la junte militaire guinéenne a annoncé en avril une période transitoire de 3 ans. Avant de céder la place à un gouvernement civil. Sur notre antenne, quelques heures avant le sommet de jeudi, le président en exercice de la CEDEAO jugeait ce calendrier inacceptable. On a discuté, on est arrivé à un consensus qu'on ne peut pas dépasser les 24 mois. Ça, c'est négociable pour la CEDEAO. Des propos qui, avant même l'annonce des sanctions, avaient provoqué l'ire de la junte militaire guinéenne. Et les propos qui s'apparentent à de l'intimidation sont de nos jours des pratiques rétrogrades qui n'honorent pas son auteur et ternissent par la même occasion l'image de marque de la CEDEAO. La CEDEAO avait suspendu la Guinée au lendemain du coup militaire de septembre 2021. Et alors, pour commenter cette actualité, on a avec nous Seydi Kaba, c'est l'un des plus fins analystes de la situation géopolitique du Sahel. Seydi, merci d'être avec nous dans le Journal de l'Afrique. Alors, dites-nous, comment analysez-vous ces sanctions dites progressives sur la junte? Car d'un côté, les autorités guinéennes, on a reçu le porte-parole du gouvernement ici même, hier soir, qui disait qu'il y avait des discussions qui étaient, je reprends le terme, bon enfant, qui se passaient bien entre la CEDEAO et la junte, et qu'ils ne comprenaient pas finalement la soudaineté ou la brutalité de ces sanctions qui ont été décidées hier soir à New York. Non, les décisions qui ont été prises par la CEDEAO l'ont été sur la base d'un rapport qui a été fait par l'ancien président du Bénin, qui est l'envoyé, qui est le médiateur désigné par la CEDEAO, Yahi Boni, le président Yahi Boni, qui a estimé qu'il n'y a pas de progrès substantiel dans la mise en œuvre de la transition. Et il indique, à juste raison d'ailleurs, qu'il n'y a à ce jour aucun chronogramme. Et il faut rappeler qu'une année s'est écoulée depuis le renversement du président Alpha Condé, le 5 septembre 2021. Et à ce jour, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de chronogramme et il n'y a pas une gestion inclusive de la transition. Les partis politiques sont de côté, la société civile est de côté. Donc, sur la base des éléments qui ont été fournis par les médiateurs de la CEDEAO, la décision a été prise de sanctionner la Guinée, des sanctions immédiates, et un ultimatum a été donné à la Guinée si d'ici au 22 octobre, il n'y a pas un nouveau chronogramme et il n'y a pas d'avancée significative, d'autres sanctions supplémentaires vont être prises.
Oui. Alors, on va écouter la réaction en Guinée de la société civile, justement, qui appelle les militaires au pouvoir à plus de responsabilités pour éviter d'autres sanctions qui pourraient, selon elle, alourdir les souffrances du peuple guinéen. On écoute Abdel Sarko, il est coordonnateur du Forum des forces sociales en Guinée, et on en parle juste après. Nous allons vers l'accumulation des difficultés, des souffrances pour la population. C'est pour cela qu'il faut faire à tout prix pour éviter, au-delà de ces premières sanctions prévues, qu'on n'aille pas dans une direction de sanctions qui va impacter la vie des populations. Le CNRD aujourd'hui est en déphasage total avec la majorité écrasante des forces vives de la nation. Donc il va être entre deux feux, le feu au niveau international et le feu au niveau national. Alors, une question sur les sanctions. Nous n'avons pas encore le détail de ces sanctions. On parle de sanctions ciblées sur la junte. Mais est-ce que ça peut avoir un effet, un impact? Ah oui, considérablement. Comme il a été si bien dit, aujourd'hui, le contexte international marqué par une inflation importante dans tous les pays, y compris la Guinée, et la situation intérieure de la Guinée, avec les conséquences de la crise sanitaire qui n'ont pas encore été soldées, les relations difficiles avec ses voisins. Aujourd'hui, si on met un terme aux transactions financières et à l'assistance financière à la Guinée, qui a des relations économiques étroites avec le Sénégal, par exemple, avec ses voisins comme la Côte d'Ivoire, c'est clair que ça va avoir un impact considérable sur les Guinéens ordinaires. Peut-être que les gens de la junte auront les moyens encore de continuer à avoir le même standing, mais les Guinéens ordinaires, la ménagère guinéenne, le paysan guinéen, va subir les conséquences des sanctions que la CEDEAO prendra, incontestablement. Mais alors, du coup, des sanctions ciblées sur la junte, ça peut avoir un effet dissuasif ? Oui, il faut que la junte comprenne, puisque déjà il y a un front intérieur. Ses relations avec les partis politiques sont exécrables, ses relations avec la société civile sont mauvaises. Si la junte décide d'aller vers un affrontement avec la CEDEAO, c'est qu'il risque d'avoir un soulèvement intérieur. Et je ne pense pas que la junte ait besoin d'une contestation intérieure encore plus grande, parce qu'elle pourrait être déstabilisée et ça mettrait à mal même son intention de rester au pouvoir au-delà des 24 mois qui ont été prescrits par la CEDEAO. Oui, absolument. Mais alors, il y a un autre sujet abordé lors de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO. C'est le sort des 46 soldats ivoiriens inculpés au Mali depuis 2 mois. Bamako soutenant qu'ils sont des espions, ce que les autorités ivoiriennes démentent fermement. La Côte d'Ivoire, soutenue par la CEDEAO, dit qu'elle tiendra pour responsable le Mali si quelque chose arrivait aux soldats. Les précisions de notre correspondante à Abidjan, Sadia Mandio. C'est avec le soutien de tous les présidents de la CEDEAO que le président Alassane Ouattara est rentré de New York. Alors que la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire se poursuit, l'instance ouest-africaine va envoyer à Bamako une délégation composée des présidents sénégalais, togolais et ghanéens. Le but, bien sûr, est d'obtenir la libération des 46 soldats. Je rappelle que ces soldats sont inculpés depuis plus de 2 mois maintenant et sont accusés d'être des mercenaires. Une source proche de la présidence nous confiait tout à l'heure que si jusqu'à aujourd'hui la Côte d'Ivoire adoptait un comportement fraternel, elle pourrait perdre patience et il ne faudrait surtout pas que la situation s'éternise. La Côte d'Ivoire attend donc un dénouement très prochainement, mais si ce n'est pas le cas, elle pourrait prendre des sanctions. Cette même source nous indiquait que le Mali, pays frère, dépend économiquement de la Côte d'Ivoire sur plusieurs points, notamment l'accès à l'électricité. Une manière donc de dire que si la CEDEAO n'a pas pris de sanctions, la Côte d'Ivoire, elle, a les moyens d'en prendre. Alors, on poursuit ce sujet, évidemment, sur le sommet extraordinaire de la CEDEAO. On a vu, Seydi Kaba, tout à l'heure, donc là, c'est la question des 46 soldats, mais peut-être une question technique, expliquer pourquoi il n'y a pas eu de sanctions contre la junte malienne comme il y en a eu contre la junte guinéenne, dans cette réunion particulièrement. Absolument, parce que les 2 points à l'ordre du jour sont la Guinée et la situation des soldats. Et il ne s'est pas agi d'une évaluation de la transition malienne en tant que telle. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, qui est le médiateur du Mali, n'était pas à la réunion de New York. Il y avait par contre son homologue de la Guinée, en charge de la Guinée, le président Yahi Boni, comme on l'a dit. Donc c'est le dossier de 46 soldats ivoiriens qui a été examiné
Et là, la CEDEAO a épousé point pour point la position de la Côte d'Ivoire. La CEDEAO, comme d'ailleurs les Nations Unies, ont reconnu qu'il ne s'agit pas de mercenaires. Il s'agit des soldats, même si des erreurs ont été commises dans le processus de leur envoi. Et la CEDEAO, à mon avis, a décidé de donner encore une chance à la médiation, aux bons offices, en envoyant une délégation de haut niveau composée du président du Sénégal, du Ghana et du Togo, qui est déjà médiateur à titre personnel, puisque le Togo s'est investi dans cela, et le Nigeria aussi. Et je pense qu'il y a en tout cas une volonté d'arriver à un dénouement par la négociation. Au-delà de ça, si le Mali ne cède pas comme l'envisage la Côte d'Ivoire, il est possible qu'il y ait des sanctions prises par la Côte d'Ivoire, mais aussi par la CEDEAO. Et ça, je pense que le Mali n'a pas besoin de ça, puisque, comme on sait, compte tenu de la feuille de route que le Mali a proposée, les sanctions contre le Mali ont été levées. Il faut éviter, je pense, de revenir en arrière. Alors, peut-être rapidement, vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que la junte malienne, garde en otage, ou en tout cas objet de chantage, ces 46 soldats, ces soldats ivoiriens? Non, je pense qu'à l'intérieur de la junte, il y a un courant qui est plus porté vers la confrontation avec ses voisins, avec les Nations Unies. Mais à partir du moment où, par exemple, un pays comme le Nigeria a dépêché son ministre, le président Macky Sall, qui est le président en exercice de l'Union africaine, s'est rendu. À partir du moment où il y a eu beaucoup d'appels à la compréhension, à mon avis, le Mali gagnerait en tout cas à éviter une nouvelle confrontation avec la CEDEAO et avec ses voisins, parce que la sous-région a besoin du Mali. On ne peut pas faire la lutte contre le terrorisme sans le Mali, et il faut que le Mali aussi comprenne qu'il a besoin de la sous-région, parce que lui seul, même en faisant venir un partenaire extérieur, ne peut pas gagner la lutte contre les groupes djihadistes. Absolument. Merci beaucoup. C'est un sujet que vous connaissez bien, Seydi Abbas. Donc, je rappelle votre livre, Le Mali Sahel, notre Afghanistan à nous. Merci beaucoup d'être passé dans ce journal de l'Afrique. Merci à vous. On passe au reste de l'actualité en bref et en images. Au Tchad, l'évêque du Moyen Chari lance un appel à l'aide après les affrontements intercommunautaires qui ont fait une dizaine de morts et une vingtaine de blessés il y a quelques jours à Kiabé, dans le sud du pays. De retour de déplacement sur les lieux des affrontements, le chef de l'Église catholique dans cette province appelle les autorités à porter assistance aux victimes, mais surtout à faire en sorte que justice soit rendue. Le président centrafricain persiste et signe. Le référendum sur la nouvelle constitution se tiendra bien, et ceci même si la Cour constitutionnelle a invalidé le décret qui menait à la création de ce comité chargé de rédiger cette nouvelle constitution, un sujet qui agite le pays. 17 membres du bureau exécutif et des centaines de cadres du parti de l'ancien président burkinabé ont démissionné. C'est une deuxième vague de démissions qui fait suite à un audit qui a révélé dysfonctionnements au sein du parti. Pour l'heure, il n'est pas question de création d'un nouveau parti. Allez, je vous emmène en Italie pour les prochaines élections législatives de dimanche à la rencontre d'un candidat atypique. Il s'appelle Aboubacar Soumaoro. Il est italo-ivoirien, ancien ramasseur de tomates devenu représentant syndical. Il est candidat de la gauche et se présente comme le porte-parole des exclus dans un pays où l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Certains le surnomment le Bernie Sanders italien. Reportage de notre correspondante en Italie, Nathalie Mendoza. Avec quelques dépliants à la main, il arpente les rues de Modène, au nord de l'Italie. C'est ici qu'Aboubacar Soumaoro mène campagne, sans relâche. Né en Côte d'Ivoire, il est arrivé en Italie à l'âge de 19 ans. Activiste à la tête d'un syndicat de travailleurs, il est devenu en quelques années le porte-parole des ouvriers précaires. Une cause qui a fait de lui l'une des figures les plus connues de la gauche italienne. Il parle des problèmes réels des gens, la précarité, l'exploitation. Ce sont les préoccupations que nous, les jeunes, avons en permanence, car la situation n'est pas facile. Et il donne aussi une voix aux travailleurs exploités, qui travaillent dans les champs. Un combat qu'il connaît bien, car il a lui-même été ramasseur de tomates dans les champs du sud de l'Italie. Une expérience qui l'a fait découvrir le sort de milliers d'ouvriers agricoles dans la péninsule. J'ai récolté dans les mêmes conditions
de travail dur qui commençait de l'aube jusqu'au soir, coucher du soleil, 12h, 13h de travail par jour, pour un salaire misérable, vivant dans des conditions inhumaines. J'ai dormi dans la rue. Un passé qui lui permet de comprendre le malaise de nombreux Italiens qui se sont exclus et discriminés. Ce groupe d'étudiants vient lui présenter une pétition avec une liste de mesures en faveur de la jeunesse. Il a été le premier homme politique qui a accepté de signer notre document. Il est le premier à avoir pris le temps de nous écouter, d'entendre nos propositions. Il ne s'agit pas d'idéologie, mais de questions concrètes. Sa candidature est soutenue par la gauche et les Verts. Ses priorités, la mise en place d'un salaire minimum et la lutte contre l'exploitation au travail. Un programme avec lequel il espère réussir à faire barrage à l'extrême droite en Italie. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de Conakry à Abidjan en passant par New York. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. RFI et France 24 présentent Le Café des Sports, votre émission 100% football, c'est tous les vendredis. Débat passionné, échange sans concession, pour une analyse complète de l'actualité sportive de la semaine. Le Café des Sports, à vivre en direct sur RFI et à voir sur France 24.